Dans la salle d'audience d'une petite ville américaine, un homme se tient debout, les poignets menottés, le regard calme. C'est Caleb Mercer, père célibataire, aussi discret que la poussière sur les bancs. Le juge ricane et la salle l'imite, persuadé d'avoir affaire à un vétéran de plus, brisé par la vie. Ils en ont vu d'autres. Le juge, réputé pour son plaisir à humilier les prévenus, se penche avec un sourire moqueur et demande son indicatif militaire. Les rires fusent. Un moment de triomphe facile, croit-on, face à cet homme muet. Puis Caleb parle, 2 mots seulement. Et le silence tombe. Le visage du juge se fige, la couleur s'efface. Il reconnaît un nom qu'il n'avait entendu que dans des rapports classifiés. Un autre jour, dans une maison modeste à 2 étages, les mains de Caleb Mercer bougent avec l'efficacité de l'habitude. Sur sa tablette, 10 caméras diffusent les images du périmètre, 6 angles autour de la maison, 4 sur les routes d'accès, toutes reliées à un serveur privé sans trace numérique. Satisfait, il repose l'appareil et retourne à la cuisine. « Papa, le Wi-Fi bug encore ? Mon groupe d'études se déconnecte sans arrêt. » Lila, 15 ans, l'appelle depuis la table du salon. Entouré de manuels ouverts, en désordre méthodique. Sans interrompre son geste, Caleb fait sauter une crêpe. Interférence à cause de l'orage d'hier. Je redémarrerai le routeur après le petit déjeuner. Le mensonge lui vient naturellement, comme toujours depuis 5 ans. Les coupures n'avaient rien à voir avec la météo. C'étaient des protocoles de sécurité programmés. Lila n'avait pas besoin de savoir que leur connexion passait par 3 VPN, ni que la maintenance du routeur servait à détecter d'éventuelles écoutes. « Tu disais déjà ça hier ?» soupira-t-elle, repoussant une mèche de cheveux sombres derrière son oreille, un geste si semblable à celui de sa mère qu'il détourna les yeux. « Ellie m'a envoyé des captures de ses notes de chimie, mais je ne les ai jamais reçues. »« Mange », répondit Caleb en glissant une assiette devant elle. « Je t'emmènerai plus tôt à l'école pour que tu puisses utiliser les ordinateurs du CDI. » Lila observa son père. Les rides marquées autour des yeux, la précision dans chacun de ses mouvements, cette vigilance constante qui ne le quittait jamais, même dans les moments les plus banals. « Tu sais, les pères normaux n'ont pas de système de sécurité militaire à la maison, hein ? Simple matériel de récupération. » répondit-il avec un demi-sourire. « Solde du magasin de bricolage. Avantage de la vie à Ashval, les prix sont imbattables. » « Oui, bien sûr, parce que tout le monde ici installe des capteurs de mouvement pour protéger les mangeoires à oiseaux. » Elle leva les yeux au ciel, puis se tut. C'était leur équilibre. Une routine de demi-vérité et de tendresse silencieuse. Le regard de Caleb se posa sur le réfrigérateur. Une seule photo y était accrochée. Caleb, Lila et Ava, souriant sur les rives du Silver Pine Lake, 3 ans plus tôt, leur dernier voyage avant la mort d'Eva. Son sourire semblait lumineux, mais Caleb, lui, savait y lire la tension dans ses épaules. Elle avait senti venir le danger. Elle avait toujours eu de meilleurs instincts que lui. « Terre à papa », fit Lila en agitant la main. « Quoi ?» Le regard dans le vide. « Encore. Celui que tu fais en pensant à maman. Ça fait 3 ans, tu sais. » Caleb cligna des yeux, ramené au présent. « Je viens juste de me rappeler que je dois passer chercher des fournitures après le boulot. » « Tu sais que tu peux parler d'elle avec moi, non ? » « Mange avant que ça refroidisse, » répondit-il, sa voix douce mais fermée. Il lava la poêle avec la même précision militaire qu'il appliquait à tout. Un peu plus tard, après avoir déposé Lila à l'école, Caleb gara sa camionnette devant Ashval Maintenance and Repair, où il travaillait comme homme à tout faire depuis leur arrivée en ville. Son patron, Tom Garrison, triait déjà les bons de commande. « Mercer, pile à l'heure comme toujours, » lança-t-il sans lever les yeux. « Sérieusement, on pourrait régler une horloge atomique sur ton arrivée. » Caleb accepta les dossiers du jour sans un mot. Ce travail lui convenait, des tâches variées, un peu de technique, peu de conversation et la liberté de circuler partout sans attirer l'attention. « Tu as encore la chaudière de Madame Coleman, » dit Tom, 3e fois ce mois-ci. Je lui ai dit de la changer, mais elle jure que t'es le seul à comprendre son vieux monstre. Continue ta magie, elle laisse les meilleurs avis du comté. Je me contente d'écouter les bons sons, répondit Caleb en attrapant sa boîte à outils. Un de ces jours, faudra que tu me dises où t'as appris tout ça. Personne répare aussi bien un vieux coucou qu'un système industriel. On apprend sur le tas, dit-il en haussant les épaules.
Ouais. Le mystérieux passé. Garde tes secrets, Mercer. Tom rit, puis ajouta « Ah, le shérif Dana Holt a encore son fichu bureau coincé. L'agent du comté ne viendra pas avant la semaine prochaine. Tu peux passer ?» Caleb hocha la tête, sachant parfaitement que cette « porte coincée » n'était qu'un prétexte. Holt menait ses petites enquêtes officieuses sur lui depuis son arrivée à Ashval. Les appels de maintenance occupèrent sa matinée. Vers midi, il se gara sur le parking de Dillard Supply, une quincaillerie familiale vieille de 3 générations. Il prit méthodiquement ce dont il avait besoin. Fils électrique, ruban isolant, outils de précision. Un arsenal trop sophistiqué pour de simples réparations domestiques. À la caisse, Martin Dillard leva un sourcil en totalisant les achats. « Tu montes quelque chose de compliqué, Mercer ?»« Juste le stock habituel, » répondit Caleb. « Ces pinces-là, c'est pas pour réparer une lampe de chevet. Tu fais pas une bombe au moins ?» lança Dillard avec un rire nerveux. Caleb ne réagit pas, payant comptant comme toujours. « Mon fils aurait bien besoin d'un coup de main pour son projet de science, » poursuivit Martin Dillard, indifférent au silence de Caleb. « Un truc sur les circuits électriques, je crois. Vous avez l'air de vous y connaître. »« Pas cette semaine, » répondit Caleb en rassemblant ses achats. « Essayez le prof de physique du lycée. » En sortant du magasin, il s'arrêta net. Des voix s'élevèrent derrière le bâtiment. Dans l'allée étroite entre Dillard Supply et la boulangerie voisine, 2 adolescents plus âgés avaient coincé un garçon chétif contre le mur de briques. Caleb reconnut immédiatement la victime, Ellie Tanner, un camarade de classe de Lila, passionné d'informatique et souffre-douleur habituel des brutes du coin. « Donne le fric, Einstein !» lança le plus grand en le plaquant violemment. « Je te dis que j'en ai plus !» cria Ellie, la voix tremblante. « J'ai tout dépensé pour ma nouvelle carte graphique. »« Dans ce cas, on la prendra, ta carte. » ricana l'autre, tirant sur son sac à dos. Caleb posa calmement son sac d'achat au sol et s'avança, ses pas résonnant volontairement sur le bitume. Les 2 adolescents se retournèrent, l'évaluant d'un regard méprisant. Rien d'impressionnant. Un homme ordinaire, en tenue de travail, mais dans sa manière de se mouvoir, il y avait quelque chose de si maîtrisé que l'instinct leur souffla qu'il valait mieux rester sur leur garde. « Lâchez-le, » dit-il d'une voix tranquille. Le plus grand esquissa un sourire moqueur. « Occupez-vous de vos affaires, papy. On discute juste avec notre pote. »« Je ne suis pas ton pote, Carver, » grogna Ellie. Caleb ne haussa pas le ton. « Partez, maintenant. » Il y avait dans son timbre quelque chose d'inflexible, et Carver hésita. Mais le second garçon s'avança, agressif. « Et sinon quoi ? Vous allez appeler la police ?» Ce qui suivit se déroula en quelques secondes avec une précision presque chorégraphiée. Caleb esquiva le geste brusque du garçon, détourna son élan, et avant qu'il n'aille compris, les 2 adolescents étaient désarmés, séparés de leur victime, étourdis par la rapidité de la manœuvre. « Il m'a attrapé !» cria le second en serrant son poignet comme un acteur de série. « T'as vu, Carver, il m'a agressé !»« Tu devrais rentrer chez toi, Ellie, » dit Caleb d'un ton posé, sans détourner les yeux des 2 autres. « Mais ils vont juste dire que c'est moi. Rentre. » Le garçon n'osa pas discuter et détala. Carver sortit alors son téléphone. « Mon père est avocat. Vous venez de faire la pire erreur de votre vie. Le face-à-face aurait pu s'arrêter là si le lieutenant Ryan Cole, sortant de la boulangerie voisine, n'avait pas entendu le vacarme. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, la main déjà sur sa ceinture. « Ce type nous a attaqués, » lança Carver. On discutait et il a débarqué de nulle part. Il m'a tordu le poignet. « Je crois qu'il me l'a cassé, » ajouta l'autre avec un gémissement bien étudié. Cole jeta un regard à Caleb Mercer qui se tenait immobile, main visible, calme. « C'est vrai, monsieur Mercer ?»« Ils agressaient Ellie Tanner, » répondit-il simplement. « J'ai intervenu. »« Je ne vois pas de Ellie, » rétorqua Cole en scrutant la ruelle vide. « Par contre, je vois 2 mineurs qui accusent un adulte d'avoir porté la main sur eux. »« Regardez la caméra du magasin, » dit Caleb en désignant le boîtier fixé au mur. « Tout est enregistré. »« Ces caméras ?» rit Carver. « Mon père dit qu'elles sont hors service depuis des années. Problème de budget. » Le policier soupira. « Monsieur Mercer, je vais devoir vous emmener au poste pour éclaircir tout ça. »« Ces garçons mentent, » répondit Caleb avec un calme glacial. « Peut-être, mais pour l'instant, c'est leur parole contre la vôtre, et le shérif Holt est très strict concernant les altercations entre adultes et mineurs. »
Tournez-vous, s'il vous plaît. Caleb obéit sans protester, observant tout, chaque angle, chaque mouvement. Il se laissa menotter, puis escorté vers la voiture, tandis que les deux adolescents ricanaient derrière le dos de Cole. Au poste du shérif d'Ashval, les adjointes Erin Blake et Jake Randall regardèrent par la vitre lorsque Ryan Cole fit entrer Caleb. « Encore lui », souffla Erin, « c'est la 3e fois cette année. »« C'est quoi son problème ?» demanda Cole en revenant du bureau d'interrogatoire. Il n'a même pas eu l'air surpris d'être arrêté. 5 ans qu'il vit ici, expliqua Jake, toujours seul, ancien militaire, paraît-il, veuf, une fille au lycée. Il y a forcément quelque chose qu'on ignore. Ouais, dit Erin, il est trop sur le qui-vive, comme quelqu'un qui attend que ça recommence, ou qui le cherche. La porte s'ouvrit et le shérif Dana Holt entra, retirant son chapeau avec un soupir lorsqu'elle aperçut Caleb à travers la vitre. Encore, Mercer, qu'est-ce qu'il a fait cette fois ? Cole expliqua brièvement l'incident de la quincaillerie. Holt écouta, impassible, puis lâcha. Ses frères Carver, c'est pas la première fois qu'ils font des histoires, mais sans témoin ni enregistrement, c'est un cauchemar administratif. J'enclenche la procédure pour agression ? Demanda Cole. Non. Mais il faudra recueillir les dépositions et prévenir le juge Samuel Keaton. Jake grimaça. Keaton va s'en donner à cœur joie. Voyant l'air interrogatif de Cole, Holt ajouta « Le juge Samuel Keaton déteste Mercer. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce qu'il lui rappelle quelque chose. Pas très professionnel, pour un juge, fit remarquer Cole. Le regard de Holt se durcit. Son frère, le colonel Marcus Keaton, est un militaire haut gradé. Et il a une règle, méfie-toi des silencieux. Ce sont souvent ceux qui cachent le plus. De l'autre côté de la ville, dans le grand tribunal de briques qui dominait Ashval depuis 1910, le juge Samuel Keaton relisait distraitement un dossier lorsque sa greffière frappa timidement à la porte. « Qu'y a-t-il, Sylvia » demanda-t-il sans lever les yeux. « Le shérif Holt a appelé, monsieur. Ils ont arrêté Caleb Mercer. Altercation supposée avec les frères Carver. » La plume du juge s'immobilisa. Il posa calmement son stylo, mais son regard se fit plus sombre. « Programmez-le pour la première audience demain matin, dans ma salle. » « Mais monsieur, c'est le juge Hawkes qui s'occupe des premières comparutions cette semaine. »« Pas pour Mercer, » trancha-t-il. « Demain, première heure. » Le lendemain, Caleb était assis, impassible, dans le box des prévenus. Il portait encore les mêmes vêtements que la veille. La nuit, en cellule, n'avait rien changé à sa maîtrise. La salle d'audience était anormalement pleine pour une simple comparution. À Ashval, les rumeurs circulaient vite. Sur son estrade, le juge Samuel Keaton, 58 ans, régnait sur la salle comme sur un théâtre. Sa réputation de sermonneur théâtral attirait toujours les curieux. Quand le nom de Caleb Mercer fut appelé, Keaton releva la tête et ses yeux se plissèrent. Il se souvenait. Il ne s'était jamais parlé en dehors du tribunal, mais quelque chose, chez cet homme silencieux, éveillait chez le juge une animosité presque personnelle. « Monsieur Mercer, commença-t-il, vous êtes déjà passé 2 fois devant moi, même scénario à chaque fois. Vous vous mêlez d'affaires qui ne sont pas les vôtres. » Caleb resta muet, droit, les épaules tendues dans une discipline qu'aucun uniforme n'était nécessaire pour deviner. « Je vous avais conseillé, après l'incident du match de basket, de laisser le maintien de l'ordre aux professionnels. Et nous y voilà encore, des mineurs, des coups, et vous au milieu. »« J'ai empêché une agression, » dit simplement Caleb. « C'est ce que vous affirmez, » répliqua le juge. « Pourtant, aucun témoin n'a confirmé vos dires, et nous avons 2 déclarations concordantes qui affirment le contraire. » Au fond de la salle, le shérif Dana Holt fronça légèrement les sourcils, sans intervenir. Keaton se pencha, sa voix prenant un ton acéré. « Qu'est-ce qui vous pousse à toujours vous interposer, monsieur Mercer ? Besoin de jouer les héros ? Une nostalgie de vos années de service ? » « J'ai servi honorablement, » répondit-il d'un ton neutre. Un éclat traversa le regard du juge, mélange de curiosité et de rancune. « Vraiment ? Et dans quelle unité exactement ? Ce n'est pas pertinent pour cette audience. »« Je décide de ce qui est pertinent, » gronda Keaton. « Voilà 5 ans que vous vivez à Ashval et vous demeurez un mystère. Pas d'amis proches, peu d'implication dans la communauté, un système de sécurité digne d'un bunker pour un simple bricoleur. Tout cela soulève des questions. Dans le public,
Le lieutenant Ryan Cole sentit le malaise monter. On ne jugeait plus un acte, mais un homme. « Nous reprendrons demain », déclara finalement Keaton. « Je veux un rapport complet sur ses antécédents. Shérif Holt, maintien du contrôle judiciaire. Le prévenu reste sous surveillance. » Lorsque les adjoints l'emmenèrent, Caleb aperçut, au dernier rang, un homme en civil. La posture trahissait l'ancien militaire. Leurs regards se croisèrent un bref instant. Reconnaissance muette entre professionnels. Ce soir-là, assigné à résidence grâce à l'intervention du shérif Holt, Caleb fit le tour de sa maison, refermant chaque store, vérifiant chaque porte. Une routine d'une précision inquiétante. Puis il s'agenouilla près du lit, souleva le cadre et pressa un verrou dissimulé. Le plancher s'ouvrit sans un bruit, révélant un téléphone satellite relié à aucun réseau connu. Il tapa un court message « Risque de compromission ». La réponse arriva en moins d'1 minute. Surveillance activée, attente. Un léger coup à la porte. « Papa, je peux entrer ?»« Bien sûr, Lila. » Elle s'avança prudemment, son regard tombant aussitôt sur le bracelet électronique à sa cheville. « Le shérif Holt m'a appelé. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, ce qui veut dire qu'il y a bien une raison de le faire. »« Ce n'est qu'un malentendu, » assura Caleb. « Tout sera réglé demain. »« C'est la 3e fois, papa. Et si cette fois il t'emmenait, qu'est-ce que je deviendrais ?» Ces mots frappèrent plus fort qu'un coup de poing. Caleb lui fit signe de s'asseoir à côté de lui sur le lit. « Ça n'arrivera pas. Tu n'en sais rien, tu ne contrôles pas tout, et surtout pas le juge Keaton. Tout le monde sait qu'il t'a dans le collimateur. »« Pourquoi tu dis ça ?» demanda Caleb, soudain attentif. Lila haussa les sourcils, l'air de dire « Tu crois vraiment que je ne remarque rien ? Tout le monde en parle. Son frère est un colonel décoré, un héros de l'armée, et pour une raison bizarre, il pense que tu mens sur ton passé militaire. La mère d'Ellie travaille au tribunal, elle entend des choses. » Caleb garda son visage impassible, mais son esprit s'emballa. Jamais ces dossiers n'avaient mentionné de lien entre le juge Keaton et le colonel Marcus Keaton quand on avait choisi Ashval comme planque. « Papa, pourquoi tu ne veux jamais parler de ce que tu faisais avant ? Si les gens savaient, peut-être qu'ils arrêteraient de te soupçonner. »« Certaines vérités doivent rester dans le passé, » répondit-il doucement. « Crois-moi sur ce point. »« C'est toujours la même réponse, » s'emporta Lila. « Crois-moi, ne pose pas de questions. » Elle quitta la chambre, laissant derrière elle un silence lourd. « Fais-moi confiance, ne pose pas de questions. Tout va bien. » C'est ce qu'il avait dit. Et pourtant, pensa Lila, leur maison ressemblait de plus en plus à un bunker. Des caméras de sécurité à chaque angle, et maintenant un bracelet électronique autour de la cheville de son père. Quand elle quitta la pièce, Caleb Mercer se posta près de la fenêtre, prenant soin de rester dans l'ombre. 3 rues plus loin, à moitié dissimulée derrière de vieux chênes, une berline sombre était garée. Plaque gouvernementale. 2 hommes à l'intérieur. Pas des locaux. Il l'avait retrouvée. Cette nuit-là, après s'être assuré que Lila dormait profondément, Caleb retira une autre cache derrière un panneau amovible de son placard. Une boîte métallique apparut. À l'intérieur, plusieurs passeports, tous avec sa photo, mais des noms différents, des liasses de billets de diverses devises et une clé USB marquée d'un seul mot. Midnight Echo. Il resta un long moment immobile, les doigts sur le métal froid. 5 ans de couverture méticuleusement construite à Ashval. 5 ans à jouer le rôle du veuf tranquille, artisan sans histoire. 5 ans à offrir à Lila un semblant de vie normale, après la mort d'Ava. Et tout cela risquait de s'effondrer pour 2 adolescents brutaux et un geste d'instinct. Ava aurait approuvé son intervention, songea-t-il. Mais elle l'aurait aussi rappelé à l'ordre, analyse avant action. Elle avait toujours été la plus lucide des deux. À 30 miles de là, dans un restaurant élégant sur la route de Falworth, le juge Samuel Keaton dînait face à son frère, le colonel Marcus Keaton. Leur ressemblance sautait aux yeux, mêmes traits, mêmes yeux perçants, mais là où Samuel cultivait une prestance théâtrale, Marcus incarnait la rigueur militaire, jusque dans sa posture. « J'ai besoin d'informations sur un certain Caleb Mercer », lança Samuel après avoir commandé. Ancien militaire, installé à Ashval depuis 5 ans, avec sa fille. Sa femme est décédée. Le colonel se raidit à peine, mais ce fut suffisant pour trahir son trouble. Pourquoi ?
Samuel lui raconta l'audience du matin, la maîtrise glaciale du prévenu, cette manière d'évaluer les gens comme s'ils jaugeaient une menace. Il y a quelque chose d'anormal chez lui. Son dossier montre une libération honorable, mais les dates et les affectations ne correspondent pas. Le visage de Marcus resta impassible. Beaucoup de vétérans ont des parcours chaotiques. Pas à ce point, répliqua Samuel. Cet homme n'a aucune empreinte numérique avant Ashval. Pas de réseaux sociaux, pas de dossier professionnel clair, même l'acte de décès de sa femme est caviardé. Marcus fit signe au serveur pour plus de vin. Un vieux réflexe d'évitement que Samuel connaissait par cœur. Pourquoi tu t'acharnes que sur lui, Cal ? Je ne m'acharne pas, je m'inquiète. Il attire toujours les ennuis, mais sans jamais perdre le contrôle. On dirait qu'il ne vit que pour évaluer les risques. Marcus finit par se lever. Attends ici, je dois passer un appel. Samuel observa son frère quitter la salle, raide comme un soldat en mission. Dehors, à travers la baie vitrée, il le vit parler rapidement au téléphone, la mâchoire crispée. Quand Marcus revint, son visage avait changé. Abandonne les poursuites contre lui, tout de suite. Quoi ? Fit Samuel, interloqué. Pas avant de savoir ce qu'il cache. Le colonel se pencha, baissant la voix. Certains soldats rentrent avec des médailles, d'autres reviennent avec des secrets qui protègent ce pays. Laisse tomber, Cal. Ce n'est pas une réponse. Qu'est-ce que tu sais de lui ? Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. Marcus décrocha, écouta, puis pâlit. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il d'une voix tendue. « De quoi tu parles ? Une équipe fédérale est déjà en route pour ton tribunal. » Samuel le fixa, incrédule. Pourquoi les fédéraux s'intéresseraient-ils à un simple bricoleur accusé d'avoir giflé un adolescent ? Marcus saisit son bras, les yeux brûlants. « Parce qu'il n'est pas un bricoleur. Et si tu l'as exposé publiquement, tu viens peut-être de déclencher quelque chose que tu ne comprends pas. » Le trajet du retour vers Ashval se déroula dans un silence pesant. Les deux frères fixèrent la route, chacun perdu dans ses pensées. À l'approche des limites de la ville, Marcus rompit enfin le silence. « Raconte-moi exactement ce que tu lui as dit au tribunal. » Mot pour mot. Samuel répéta leur échange jusqu'à la question sur son unité. « Tu as demandé son grade ou son affectation ?»« Non. Juste en quelle capacité il avait servi. Il a esquivé. » Marcus expira lentement. « Merci, mon Dieu. »« Tu vas enfin m'expliquer ?» s'impatienta Samuel. « Demain matin, tu vas classer l'affaire sans commentaire. » ordonna Marcus. « Pas un mot sur son passé, pas une question sur son dossier militaire. Je ne peux pas simplement... » « Tu peux, et tu vas le faire. Si tu ne le fais pas, tu risques d'interférer avec des affaires qui dépassent de ton niveau d'habilitation. » « Tu veux dire qu'il travaille pour le gouvernement ?» Marcus se renfrogna. Disons qu'il existe des missions qui ne figureront jamais dans les registres, des hommes qu'on efface pour qu'ils puissent continuer à protéger ce qu'on ne peut pas admettre officiellement, des fantômes avec des familles. Le colonel regarda défiler les lumières de la route. « Demain, quand tu le verras, promets-moi une chose, ne pose plus jamais de questions sur qui il est. » « Pourquoi ?» Marcus tourna la tête vers lui, son regard était celui d'un homme qui a trop vu. Parce que certaines questions, une fois posées, attirent des réponses que personne ne veut entendre. Et ceux qui viendront te les donner ne sont pas le genre de gens que tu veux voir dans ton tribunal. À l'aube, le ciel de l'Est se teinta d'un or pâle. Et quelque part, à Ashval, Caleb Mercer observait la lumière grandir, son visage impassible derrière la vitre. Vous est-il déjà arrivé de vous demander ce que cachent les gens les plus discrets, ceux qui observent plus qu'ils ne parlent, et dont le silence pèse plus lourd qu'un secret ? Ce matin-là, le tribunal d'Ashval vibrait d'une tension inhabituelle. Les habitués des audiences du juge Samuel Keaton chuchotaient, intrigués par la présence d'hommes en costume sombre, postés près des portes du fond. Oreillettes, regard balayant, épaules droites, tout indiquait des agents fédéraux, pas la police locale. Le shérif Dana Holt remarqua les 3 véhicules stationnés à l'extérieur, tous avec des plaques gouvernementales et prêts à décamper en un instant. Dans son bureau, le juge Keaton compulsait un dossier épais sur Caleb Mercer. Les informations officielles tenaient en quelques pages « Libération honorable de l'armée »,« Peu d'antécédents civils avant Ashval »,« Mariage avec Ava Mercer, décédée »,
Rien qui justifie l'alerte soudaine de son frère, ni cette surveillance fédérale inhabituelle. On frappa doucement à la porte. « Monsieur le juge, tout le monde est en place », dit Sylvia, sa greffière. « Le colonel Keaton est là ?»« Oui, au dernier rang. » Samuel hocha la tête, rajusta sa robe noire, prit le dossier et sentit son téléphone vibrer. Un message. « Souviens-toi de notre accord. Classe l'affaire. Pas de questions. » Marcus. Lorsque le juge entra dans la salle, le silence fut immédiat. Les agents fédéraux se tenaient maintenant non seulement aux portes, mais aussi le long des murs latéraux. Marcus Keaton, raide et impassible, observait depuis le fond. Le shérif Holt se tenait près du banc du jury, ses adjoints stratégiquement placés. La galerie débordait, tout à cheval semblait vouloir assister à ce procès qui s'annonçait hors du commun. « Faites entrer le prévenu », dit Samuel d'une voix ferme, dissimulant sa nervosité. Caleb Mercer apparut, escorté par 2 agents. L'atmosphère changea aussitôt, une vibration presque imperceptible, comme si chaque personne dans la salle sentait que quelque chose se jouait au-delà d'un simple jugement. Son pas était calme, ses gestes précis, mais ses yeux évaluaient tout. Sortie, position, angle de tir. « Monsieur Mercer, » commença le juge, « hier, nous avons abordé votre tendance à vous mêler des affaires d'autrui à Asheville. » Caleb ne répondit pas. Il se contenta d'écouter, l'expression neutre, mais tendue. Samuel reprit, plus mesuré que la veille. « Le tribunal a examiné les circonstances de votre altercation avec les frères Carver. » Un léger ricanement s'éleva dans la salle. Ellie Tanner et sa mère, employés du tribunal, suivaient l'audience, visiblement inquiets. Les Carver, eux, étaient absents. « Avant de poursuivre, » ajouta Samuel, « j'aimerais clarifier certains points concernant votre passé, susceptibles d'éclairer ces faits. » Un des hommes, en costume, bougea discrètement. Au fond, Marcus se raidit. « Vous avez affirmé avoir servi dans l'armée, » poursuivit le juge. « Souhaitez-vous détailler votre dossier de service ?» Le shérif Holt fronça les sourcils. Pour un simple dossier d'agression, cette question sortait du protocole. « J'ai servi honorablement, » répondit Caleb d'un ton calme, « et j'ai été démobilisé de la même manière. Pourtant, votre dossier comporte des zones d'ombre, » insista Samuel. « Il mentionne un service spécialisé, mais sans précision. Les archives militaires sont souvent incomplètes, monsieur le juge. » Oui, surtout quand elles sont volontairement classifiées, fit Samuel, les yeux fixés sur lui. Le mot flotta dans l'air, lourd, irréversible. Un agent toucha son oreillette, écoutant un ordre silencieux. Samuel, pris dans son élan, continua malgré lui. « Si vous êtes si fier de votre service, dites-nous votre unité, votre grade, vos affectations. »« Classifié, » répondit Caleb sans hésiter. Un murmure parcourut la salle, ce ton, cette assurance. Ce n'était pas un vétéran ordinaire qui évoquait de vieux souvenirs. C'était un homme encore prêt à l'action. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Lila Mercer n'était pas à l'école. La maison paraissait étrangement vide sans la présence silencieuse de son père. Elle repensait à sa voix la veille, à cette résignation dans ses mots lorsqu'elle avait parlé de ce qui pourrait arriver s'il était arrêté pour de bon. Après avoir jeté un œil discret dehors, réflexe appris de lui, elle prit une décision. Si son père refusait de parler de son passé, alors la maison parlerait pour lui. Elle fouilla sa chambre, puis la sienne. Rien d'anormal, jusqu'à ce qu'elle remarque une légère différence dans le panneau du mur du placard. En appuyant doucement, une trappe s'ouvrit. À l'intérieur, une enveloppe scellée. Elle l'ouvrit et découvrit une photo qu'elle n'avait jamais vue. Ava Mercer, en uniforme militaire, sans aucun insigne identifiable. Sur le verso, dans l'écriture familière de sa mère, équipe Echo Wing, données caviardées, les meilleurs d'entre nous. Lila sentit son cœur battre plus vite. Elle leva la tête et vit, à travers la fenêtre, une femme en tailleur sombre de l'autre côté de la rue. La femme ne détourna pas le regard. Elle hocha simplement la tête avant de murmurer quelque chose dans un micro dissimulé à son oreille. Au tribunal, la tension atteignait son apogée. Le juge Keaton, incapable de se retenir malgré les avertissements, s'était laissé emporter par son besoin de comprendre. Son ton montait, son insistance devenait visible. Et Caleb Mercer, toujours aussi calme, fixait maintenant le juge avec cette froide intensité qui faisait taire les plus bavards. Dans un coin, un agent fédéral porta la main à son oreillette.
Quelque chose, sans aucun doute, était sur le point de se déclencher. Le juge Samuel Keaton se leva lentement de son siège et fit le tour du banc avec une lenteur calculée, ce genre de mise en scène qu'il utilisait souvent pour pousser un prévenu à parler. « C'est ma salle d'audience, monsieur Mercer, » déclara-t-il d'une voix solennelle. « Rien n'est classifié ici, c'est moi qui décide de ce qui est pertinent. » Un silence tendu s'abattit sur la pièce. Même les habitués du style théâtral du juge sentèrent que cette fois, la joute dépassait la simple rhétorique. « Les hommes comme vous, poursuivit Keaton, se cachent derrière le secret défense parce que la vérité est moins glorieuse. Qu'étiez-vous vraiment? Un gratte-papier? Un logisticien resté bien à l'abri pendant que les vrais soldats prenaient les risques? Caleb Mercer ne répondit pas. Son regard restait fixe, calme, presque vide. Près du mur, un des agents en costume toucha discrètement sa veste. Réflexe de sécurité. Le shérif Dana Holt murmura à l'adjoint Ryan Cole « Ça ne tourne pas rond. Le juge perd le contrôle. » « C'est même pas légal, » répondit Cole à voix basse. L'interroger sur son service militaire dans une simple affaire d'agression? Ignorant les tensions montantes, Keaton poursuivit, grisé par sa propre voix. « Vous jouez les gardiens du calme, les bons samaritains de petite ville. C'est pour compenser, non? Parce que vous n'avez pas su agir quand ça comptait, quand il s'agissait de sauver des vies réelles. Les anciens militaires présents, Jake Randall, Erin Blake et d'autres dans le public, échangèrent des regards lourds. Le juge venait de franchir une ligne invisible, mais Keaton, confondant le malaise général avec une forme d'approbation, insista. « Vous avez déménagé ici après la mort de votre femme. Ou bien, elle vous a quitté? C'est ça, le vrai secret derrière vos airs d'homme d'honneur ?» Quelque chose passa dans les yeux de Caleb, un éclat bref, dangereux, aussitôt éteint. Mais ceux qui le virent bon sentirent qu'il venait de frôler la vérité. Le colonel Marcus Keaton, au dernier rang, se leva à moitié, prêt à intervenir. Les agents fédéraux se regardèrent, un d'eux toucha à nouveau son oreillette. Le shérif Holt se redressa, prêt à interrompre la séance. Le juge, inconscient du danger, lança sa dernière provocation. « Très bien. Puisque vous êtes si spécial, dites-nous donc votre indicatif. Chaque vrai opérateur en a un. » Le silence tomba, lourd, absolu. Tous s'attendaient à une autre esquive, au mutisme obstiné de Mercer. Mais l'un des agents griffonna précipitamment un mot qu'il transmit à Holt. Elle lut, ses yeux s'agrandirent, puis elle s'avança vivement vers le banc du juge. Trop tard. Caleb Mercer releva la tête, son regard croisa celui de Keaton, fixe, implacable. Et d'une voix calme, posée, il prononça « Ghost Falcon ». L'effet fut immédiat, électrique. Un des agents se leva d'un bond. Ryan Cole, ignorant la signification du mot, sentit pourtant la tension exploser comme une onde dans la salle. Mais c'est le visage du juge qui révéla toute la portée de ce nom. Son teint vira au gris, ses lèvres tremblèrent et une peur brutale se peignit sur ses traits. Il recula, agrippant son bureau comme pour se retenir de tomber. Le greffier se pencha vers lui, chuchotant à la hâte. Keaton fixait Mercer comme s'il voyait enfin qui se cachait derrière la façade du bricoleur. « Affaire classée », déclara-t-il d'une voix étranglée. « Toutes les charges sont levées. Audience levée. » Il abattit son maillet avec une violence inhabituelle, puis disparut dans ses quartiers privés. La salle éclata en murmures confus. Les agents fédéraux s'approchèrent de Mercer, non pour l'arrêter, mais pour l'encadrer avec une déférence protectrice. Le shérif Holt intercepta Cole, qui allait poser une question. « Pas ici. » Alors que Caleb était escorté vers la sortie, le colonel Marcus Keaton entra par les grandes escaliers portes. Leurs regards se croisèrent à travers la foule, deux hommes qui se comprenaient sans un mot. Un léger signe de tête, rien de plus. Mais tout y était. Dehors, la place devant le tribunal était noire de monde. Les habitants d'Ashval, intrigués par l'étrange agitation, s'étaient rassemblés. Des journalistes locaux tendaient leurs micros. « Monsieur Mercer, que s'est-il passé là-dedans ?»« Que signifie Ghost Falcon ?» cria un autre. Caleb ne répondit pas. Il continua d'avancer, encadré par les agents, droit et calme au milieu du chaos. Un SUV noir l'attendait au bord du trottoir, moteur en marche. Avant de monter, il balaya la rue du regard, méthodiquement, comme on évalue un périmètre avant extraction. La porte s'ouvrit de l'intérieur. Il entra sans un mot. Dans son bureau, le juge Samuel Keaton, blême et tremblant, s'assit devant son terminal sécurisé.
Son accès fédéral lui permettait certaines recherches confidentielles, mais à peine effleurait-il le nom de code Ghost Falcon que l'écran se remplit de rapports entièrement caviardés. Zone d'opération sans présence officielle, photographies floues de sauvetage impossible, articles de presse évoquant des miracles tactiques jamais expliqués. Chaque ligne qu'il lisait confirmait une chose, il n'aurait jamais dû poser la question. Sur l'écran du juge Samuel Keaton, les fichiers défilaient à toute vitesse. Presque tout était noirci, classifié, illisible. Puis, au milieu des pages censurées, une ligne restait visible, une seule, Opération Nightfall. Opérateur principal, Ghost Falcon. À côté, un lieu d'intervention, la même zone où 7 ans plus tôt, l'unité du colonel Marcus Keaton avait été portée disparue avant d'être miraculeusement exfiltrée. Samuel s'effondra sur sa chaise, livide. La porte s'ouvrit, Marcus entra, toujours en civil, mais chaque geste trahissait l'officier qu'il avait été. « Tu savais » souffla Samuel, en désignant l'écran. Marcus hocha lentement la tête. « Pas vraiment. Je n'ai jamais vu son visage pendant l'extraction. Les hommes venus nous sauver portaient des tenues spéciales, visage masqué, voix brouillée. Mais j'ai entendu les rapports après coup. Ce qu'il a fait pour nous sortir de là. Ce qu'il a sacrifié. » Il posa une main sur l'épaule de son frère, un geste rare entre eux. « Tu viens d'exposer publiquement le fantôme le plus décoré de toute l'histoire des opérations spéciales, Sam. » « Quoi ? Cet homme a sauvé 37 vies, dont la mienne, et son nom n'existe dans aucun registre. » Samuel leva des yeux vides vers lui. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?»« Tu as mis en danger la sécurité nationale, » répondit Marcus sans détour, « mais plus immédiatement, tu as exposé Caleb Mercer et sa fille. Les gens qui traquent Ghost Falcon depuis des années savent maintenant où le trouver. Sa fille, » répéta Samuel blême. « Oui, l'adolescente du lycée. Et sa femme, c'était son agent de liaison, expliqua Marcus. Ils faisaient partie du même programme classifié. Elle est morte pendant leur dernière mission, abattue en couvrant l'évacuation de civils. » Samuel passa une main sur son visage, accablé. « Et maintenant, j'ai tout détruit. Parce que je ne supportais pas de ne pas comprendre un simple bricoleur. »« Il n'y a plus de temps, » coupa Marcus. « S'ils ont trouvé la piste, ils vont remonter jusqu'à chaque lien qu'il a laissé. Et la première cible sera Lila. » À l'autre bout de la ville, Caleb Mercer gara sa camionnette devant la maison. Il sut immédiatement que quelque chose avait changé. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, Lila l'attendait, sac à dos prêt, aux côtés d'une femme en tailleur strict, la même qu'elle avait vue plus tôt observer la maison depuis la rue. « Commandante Ellery Vance », se présenta la femme d'un ton sec, ancienne supérieure de Mercer après la mort d'Ava. « Le protocole Avalanche est enclenché. Votre couverture est compromise. » Lila les regarda, perdue. « Papa, c'est quoi tout ça ? Qui est-elle » Caleb posa lentement ses clés sur la table. Son esprit passait déjà en mode tactique, déroulant les scénarios, les issues possibles. « Comment m'ont-ils localisé ?» demanda-t-il. « Ils ne vous ont pas trouvé. Nous avons repéré une hausse d'activité dans les canaux clandestins. Quand le juge Keaton a commencé à fouiller dans vos dossiers, les systèmes de surveillance se sont déclenchés. On avait une équipe en alerte, mais on n'a pas pu empêcher l'audience. Tout s'est emballé trop vite. »« Le lien avec ton frère ?» devina Caleb. « Exact. Quand on a réalisé que le colonel Marcus Keaton faisait partie de la mission Nightfall, il était déjà trop tard. » Lila, tremblante, sortit l'enveloppe qu'elle avait trouvée. « Papa, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Qui es-tu vraiment ?» Caleb s'agenouilla devant elle, posant les mains sur les siennes. Il savait que cette conversation arriverait un jour. Il avait simplement espéré plus tard, ou jamais. « Il y a des choses que je ne pouvais pas te dire. Sur mon travail, sur pourquoi nous avons quitté tout le reste. »« Tu étais un soldat ? » ?»« Oui, mais pas comme les autres. J'ai fait partie d'une unité spéciale, des opérations qu'on n'avoue pas. Sauvetage, exfiltration, intervention impossible. Et maman ? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Ta mère était l'une des nôtres, la meilleure d'entre nous. Stratège, linguiste, commandante de terrain, c'est ainsi qu'on s'est rencontrés. La compréhension se fit lentement dans le regard de Lila. Alors elle ne traduisait pas seulement des langues, elle me les enseignait pour me préparer. Exactement, répondit Caleb. Elle savait qu'un jour, il faudrait que tu sois prête.
Lila sentit les larmes lui monter. Maman savait qu'on viendrait vous chercher. Elle l'a toujours su, murmura Caleb. Elle avait de meilleurs instincts que moi. Le téléphone de Vance vibra. Elle décrocha, écouta en silence, puis son visage se durcit. Changement de plan, ils sont déjà là. Qui ça ? Demanda Lila. Des gens qui veulent ton père depuis longtemps, répondit Vance en vérifiant la rue par la fenêtre. Des gens qui ont perdu argent, pouvoir et agent à cause de ce qu'il a fait, lui et ta mère. Caleb comprit aussitôt. Les composants achetés à la quincaillerie... Oui, confirma Vance. Reconnaissance faciale. Les données ont circulé. 3 équipes de mercenaires sont déjà dans le comté. Lila sentit la panique monter. Qu'est-ce qu'on va faire ? Caleb se redressa. Sa voix était calme, froide. On ne fuit pas. Pas cette fois. Vance tourna vers lui un regard tranchant. Ce n'est pas le protocole. Une équipe d'exfiltration arrive dans 20 minutes. Et sera piégée au point de sortie, répliqua Caleb. Extraction urbaine, avec position hostile inconnue. C'est mettre Lila en première ligne. Et rester ici ne le fait pas, lança Vance. Caleb la regarda. Son expression disait qu'il avait déjà choisi. Ici, c'est nous qui contrôlons le terrain, dit Caleb Mercer, en se dirigeant vers le panneau dissimulé que Lila avait découvert plus tôt. Mais au lieu de presser la section qu'elle avait ouverte, il en activa une autre. Le mur s'écarta lentement, révélant non pas une cachette, mais tout un arsenal intégré à la structure de la maison. Devant les yeux écarquillés de sa fille, le bricoleur tranquille disparut. L'homme qui se tenait là, ajustant son équipement tactique avec une précision froide, appartenait à un autre monde, celui des missions sans nom et des décisions irréversibles. Des armes, du matériel de communication, des dispositifs qu'elle ne pouvait même pas identifier. Lila murmura, comme pour elle-même, « Tu te préparais depuis le début, depuis le jour où on a emménagé », confirma Caleb, testant les connexions de ses appareils avec la même méthode qu'il utilisait pour réparer un moteur. « Première règle de ta mère », ajouta-t-il doucement. « Toujours avoir une stratégie de sortie. » Ou de défense, rectifia commandante Ellery Vance, déjà penchée sur sa tablette sécurisée. Elle transmettait des ordres par canaux chiffrés à son unité. « J'appelle le shérif Holt », décida Caleb. « Il faut établir un périmètre et évacuer les civils. » « Mauvaise idée, » répondit Vance. « L'intervention locale ne ferait que brouiller les protocoles. Holt est une ancienne des Marines, 2 missions à l'étranger. Elle soupçonne depuis longtemps que je ne suis pas qu'un simple réparateur. Elle comprendra la gravité de la situation. » À la tombée de la nuit, les routes d'Ashval devinrent le théâtre d'un déploiement discret. Des véhicules sans insigne convergeaient depuis les collines, pas des renforts gouvernementaux, mais des mercenaires. Des chasseurs sous contrat, payés par des intérêts occultes, ruinés par des opérations que Washington n'avouerait jamais. Prévenu par l'appel de Mercer, le shérif Dana Holt monta un poste de commandement à 3 rues de la maison. Elle donna ses ordres d'une voix ferme. Aucun civil ne passe cette ligne. À partir de maintenant, c'est une opération de sécurité fédérale. L'adjoint Cole la regarda, perplexe. « Shérif, qu'est-ce qu'on affronte exactement ?»« Moins tu en sauras, mieux ce sera, » répondit-elle, vérifiant son arme d'un geste sûr. Puis, après une pause, « Mais je peux te dire une chose. Pendant 5 ans, on a eu parmi nous quelqu'un d'exceptionnel. Et on n'a rien vu. » Cole fronça les sourcils. « Ce type ? Le réparateur ? Parfois, les gens les plus dangereux sont ceux qui travaillent le plus dur pour paraître ordinaires, » dit Holt calmement. Les bruyants, eux, ne sont presque jamais une menace. Un SUV noir s'arrêta au barrage. 2 hommes en descendirent. Le juge Samuel Keaton, livide, du côté passager, et le colonel Marcus Keaton, en uniforme, couvert de décorations. « Je suis venu aider, » dit Samuel. « C'est ma faute tout ça. » Marcus, à ses côtés, acquiesça. « La mienne aussi. » Holt les observa, méfiante. « Colonel Keaton, j'espère que vous avez l'accréditation nécessaire pour ce genre de situation. »« Plus élevée que quiconque ici, » répondit Marcus, « mais sans doute moins pertinente que la vôtre, shérif. 1er bataillon, 3e division des Marines, si je ne m'abuse. » Holt cligna des yeux, surprise. « C'était une autre vie, colonel. »« Pas ce soir, dit-il gravement. Ce soir, nous sommes tous ceux que nous étions autrefois. » À l'intérieur de la maison, Caleb Mercer avait transformé leur foyer en forteresse. Les écrans affichaient les flux vidéo des caméras périphériques.
Les capteurs thermiques traçaient les silhouettes qui avançaient à travers les jardins voisins. Ils établissent un dispositif d'encerclement, observa-t-il. Formation de type Delta Sweep. Professionnel, confirma Vance, ex-militaire, reconverti dans le privé, contrat sous fausse société, négation plausible garantie. Lila suivait la scène, de plus en plus consciente de ce qui se jouait. Le langage tactique, la sérénité devant la menace, tout cela éveillait quelque chose en elle, comme un souvenir ancien, enfoui. « Les protocoles que tu m'as appris », dit-elle soudain, les itinéraires de fuite à l'école, les repères à mémoriser, les signaux à 3 impulsions. Ce n'était pas de la paranoïa, hein ? Non, répondit Caleb, c'était de la préparation. Ta mère disait que tu avais hérité de son instinct stratégique. Un bip discret retentit. Sur l'un des écrans, 3 silhouettes thermiques se faufilèrent par le côté ouest. Premier groupe en mouvement, annonça Caleb en attrapant son équipement. Lila le regardait, incapable de détourner les yeux. Elle voyait enfin l'homme qu'il avait toujours été. Pas le père tranquille, mais le fantôme qu'on appelait Ghost Falcon. Que fait-on maintenant ? Caleb lui tendit un communicateur sécurisé. Tu te souviens de la salle qu'on a découverte pendant la fuite d'eau au sous-sol ? Celle derrière les étagères, celle que tu disais être un vestige de la prohibition ? C'est une pièce blindée, communication indépendante, alimentation en air. Vance t'y conduira. Et toi ? Demanda Lila. Tu vas les affronter seul ? Ce n'est pas un plan défendable, vu la répartition des forces. Le regard de Vance croisa celui de Caleb. Un éclat d'admiration silencieuse. L'esprit d'Eva vivait dans leur fille. « Je ne serai pas seul », répondit-il. Il jeta un œil aux écrans où s'affichèrent les signaux bleus du périmètre. Le shérif Holt est en place. Les équipes fédérales sont en route, annonça Vance, les yeux fixés sur les écrans. Et il semble que nous ayons des alliés inattendus. Le flux vidéo montrait le juge Samuel Keaton et le colonel Marcus Keaton en train de coordonner leurs efforts avec le shérif Dana Holt au poste de commandement. Le juge paraissait bouleversé, mais résolu. Un homme qui affrontait enfin le poids de ses erreurs. « Le juge ?» répéta Lila, incrédule. « Le même qui t'a exposé devant tout le monde ?»« Les gens sont complexes, » répondit Caleb Mercer calmement. « Parfois, ceux qui jugent le plus sévèrement sont ceux qui portent le plus lourd fardeau. » Un mouvement furtif sur l'écran nord interrompit la conversation. 3 silhouettes armées venèrent de franchir la clôture du voisin, se glissant à travers les haies entretenues avec soin. Vance porta la main à son oreillette. « Reçu. L'équipe Bravo engage le flanc ouest. On doit bouger maintenant. » Caleb s'accroupit devant sa fille une dernière fois. « Lila, je veux que tu partes avec la commandante Vance. »« Mais papa ?» ?»« Ce n'est pas une discussion, » dit-il fermement. Puis, plus doux. « Ta sécurité, c'est la mission, la seule qui compte. » Dans ce regard, Lila vit enfin la vérité entière de son père, cette concentration absolue, cette maîtrise glaciale qu'aucun mot ne pouvait dissimuler. « Ghost Falcon, » murmura-t-elle, « c'est vraiment toi, hein ?»« Ça l'a été, » rectifia Caleb avec un faible sourire, « pendant longtemps. Mais celui que je choisis d'être, c'est ton père. Souviens-t'en. » Alors que Vance conduisait Lila vers la salle sécurisée, les premiers échanges de tirs retentirent dehors. Les mercenaires venaient d'entrer en contact avec les unités tactiques. Par la fenêtre, Caleb aperçut les adjoints du shérif Holt coordonner leur position avec les agents fédéraux. Au poste de commandement, le juge Samuel Keaton transmettait, cette fois, des informations utiles, un moyen de réparer ce qui pouvait l'être. Caleb vérifia son équipement une dernière fois. Les gestes revenaient d'eux-mêmes, précis, rodés. Le bricoleur d'Ashval avait disparu. L'opérateur qu'on avait traqué pendant 5 ans, Ghost Falcon, était de retour. Son téléphone satellite vibra. Un message chiffré apparut. Ghost Falcon, ici Switchback, position compromise. Force hostile possède une photo de ta fille. 2e équipe en route vers le lycée. Cible, Ellie Tanner. Caleb resta un instant immobile. Tout changeait. Ce n'était plus seulement lui qu'il visait, c'étaient les gens que Lila aimait. « Vance !» appela-t-il, la voix redevenue celle d'un commandant. La femme surgit de l'escalier du sous-sol. La salle est sécurisée. Ils savent pour Ellie Tanner. Une autre équipe se dirige vers le lycée.
Vance fronça les sourcils. Classique manœuvre de levier. Comment ont-ils fait le lien aussi vite? Analyse des réseaux sociaux, probablement, répondit Caleb. Lila est discrète, mais les adolescents laissent toujours des traces. Sur les écrans, les points bleus du dispositif local se redéployaient. Les fédéraux et les adjoints de Holt formaient une ligne de défense. « Il faut diviser nos forces, dit Vance. « D'accord. Tu restes ici, protège Lila. Je vais chercher Ellie. »« Hors de question, » répliqua Vance. « C'est moi qu'ils veulent. Mon exposition augmente le risque. »« Justement, tu es la cible principale. Et c'est pourquoi ils s'attendent à ce que je reste ici, enfermé. » Déjà, Caleb ouvrait un passage dissimulé derrière l'escalier, invisible sur les plans de la maison. Un tunnel d'exfiltration qu'il avait creusé dès leur installation. « Ils pensent que je vais jouer défensif, » dit-il en s'équipant. « Et toi ?»« On change les règles. » Vance comprit, stupéfaite. « Tu pars en infiltration solo contre une force inconnue. »« Comme à Damas, » répondit-il simplement, ajustant son micro. « Préviens le shérif Holt. Il me faut une diversion au périmètre principal, dans 2 minutes. » Avant qu'elle ne puisse protester davantage, Caleb Mercer disparut dans le passage secret. Un fantôme en marche. Dehors, la nuit avait avalé le calme d'Ashvale. Les ruelles s'étaient transformées en champs de bataille silencieux, silhouettes furtives, éclats de visée laser entre les arbres et le grondement lointain des moteurs tactiques. Dans l'ombre, Ghost Falcon avançait déjà, déterminé à redevenir ce qu'il avait toujours été. Non pas un soldat, mais un père prêt à tout pour sauver son enfant. Et ceux qu'elle aimait. Le shérif Dana Holt coordonnait ses adjoints avec les agents fédéraux, traçant un anneau défensif autour de la propriété des Mercer. Au poste de commandement, le juge Samuel Keaton et son frère, le colonel Marcus Keaton, restaient en place, tandis que la réalité militaire de la soirée se déployait sous les yeux de l'homme de loi qui ne semblait ni à l'aise ni indifférent à ce qu'il avait déclenché. « Combien d'ennemis en présence ?» demanda Holt à la chef d'équipe fédérale. « Au moins 3 équipes de 4 opérateurs, » répondit la femme, visage neutre, voix mesurée, qu'on présentait simplement comme l'agent Navarro, ex-force spéciale, très armée, coordination avancée. « Des mercenaires, corrigea Marcus, contractés via des sociétés écrans, histoire de garder une certaine dénégation en cas de capture. » Holt acquiesça. « Et ils viennent pour Mercer? Pour Ghost Falcon ?» Les mots du colonel résonnèrent lourds. Un homme qui, autrefois, avait coûté beaucoup à de puissants intérêts en argent et en influence. Le juge Keaton passa la main sur son visage, la culpabilité se peignant dans ses traits. « Je n'aurais pas dû m'en mêler. Tu ne pouvais pas savoir. » Tenta de le défendre Marcus, mais sa voix manquait d'assurance. « J'ai voulu l'humilier en salle d'audience, » avoua Samuel, « le prouver, le démasquer. Au lieu de quoi j'ai exposé un héros de guerre à ses ennemis. » Les reproches. « Ce soir, on verra plus tard, » coupa Holt d'un ton sec. « Pour l'instant, on gère la tactique. » La radio crépita. Ellery Vance confirma. « Shérif, on a besoin d'une diversion sur le périmètre principal. 2 minutes. » Sans hésiter, Holt ordonna à Ryan Cole de redéployer des ressources vers la barrière de la rue. Le simple professionnalisme de l'échange montra que le contrôle opérationnel avait changé de main. Le bricoleur, silencieux, guidait maintenant l'action. Dans la salle blindée, Lila faisait les 100 pas, scrutant les écrans qui déroulaient en direct la chorégraphie des forces. Chaque déplacement, chaque rebond thermique s'alignait dans sa tête comme une ouverture dans une partie d'échecs où la vie était mise en jeu. « Mon père est passé à l'offensive, non ?» demanda-t-elle, la voix étrangement tranquille. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» répliqua Vance. Lila pointa du doigt une signature thermique presque invisible, se faufilant sur la vidéo à l'est. « Regarde, il longe la propriété Crawford, c'est lui. Il utilise les canalisations pluviales qu'on avait cartographiées l'été dernier quand on a planifié les zones pour les inondations. » Vance la considéra avec un nouveau respect. La fille avait l'œil tactique d'Ava et l'impatience de ne pas être tenue à l'écart. « Ton évaluation est correcte, » dit-elle. « Ils ont repéré un point de levier. » Ellie Tanner. Lila sentit l'air se glacer. Tout devint clair, l'incident à la quincaillerie n'était pas un hasard. Les assaillants avaient mis Ellie en appât, pariant sur la réaction irréfléchie du père. Ils avaient étudié ses routines, ses réflexes protecteurs, cherchant le motif répétitif à exploiter. « Exactement, »
confirma Vance. Il parie sur ses instincts envers les jeunes. Tu te souviens pourquoi il te demandait de varier tes trajets? Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la survie. Pendant ce temps, Caleb progressait sous la ville, glissant dans les tunnels d'écoulement comme il l'avait déjà fait des centaines de fois pour ses travaux d'entretien. Il émergea 3 rues plus loin, à l'opposé du cordon policier, profitant de la couverture de la nuit. Son téléphone satellite vibra. Vance. Deuxième équipe confirmée, 4 opérateurs au nord de la propriété Abernathy. ETA 3 minutes. Il accéléra. 5 années qu'Ojwiri a joué au bricoleur n'avaient en rien émoussé sa condition physique. Les exercices déguisés en corvée ménagère avaient entretenu un corps prêt à l'effort. Ghost Falcon n'avait jamais vraiment disparu, il avait simplement enfoui son nom sous une vie ordinaire. Devant la maison des tanneurs, fenêtres éteintes, aucune voiture. Les habitants étaient sûrement au tribunal, à l'abri. Son capteur thermique ne montrait personne à l'intérieur, mais il repéra 4 silhouettes se dissimulant derrière la cabane du voisin, prêtes à forcer l'entrée. « Vance » murmura-t-il dans son oreillette. « J'ai le deuxième groupe qui se prépare à percer la résidence Abernathy. La famille n'est pas là. Où se trouve Ellie ?»« Courthouse se cure. Ellie et sa mère sont avec la greffière, » répondit la voix de Vance. « Bâtiment sous protection fédérale. Copie. On engage pour empêcher qu'ils établissent une position avancée. La situation était tactiquement désavantageuse. Un homme contre 4, armement inconnu, objectif incertain, capture ou élimination. Mais Caleb avait affronté pire, à Falworth, à Lindale, dans des opérations qui n'apparaissaient que dans des dossiers caviardés. Les mercenaires se positionnèrent méthodiquement autour de la maison, déployant des postes d'entrée. Professionnalisme militaire, routine d'assaut réglée, ils ignoraient la main qui venait déjà d'eux, la stratégie d'un adversaire qui connaissait chaque recoin du terrain. Leur communication était bien cryptée, leurs mouvements coordonnés, leurs réflexes précis. Mais ils ignoraient un détail crucial. Ils chassaient Ghost Falcon sans comprendre qu'ils les chassaient déjà. Le premier opérateur s'effondra sans bruit. Une frappe nette, chirurgicale, qui le plongea dans l'inconscience avant même qu'il ne saisisse sa radio. Le second eut à peine le temps de lever son arme avant que Caleb Mercer ne le neutralise avec la même efficacité glaciale. Les 2 derniers comprirent qu'ils étaient pris pour cible au même instant. « Contact périmètre Est », lança l'un d'eux dans son micro, cible en mouvement, cap nord, entre les structures résidentielles. Ils se mirent à sa poursuite, prudents, suivant leur protocole d'assaut, sans deviner qu'ils étaient guidés, menés hors du quartier, vers un terrain choisi d'avance, le chantier du nouveau centre communautaire d'Ashval, où Caleb avait passé le dernier mois à installer les circuits électriques. Chaque poutre, chaque recoin, chaque échafaudage, il les connaissait par cœur. Au poste de commandement, le shérif Dana Holt reçut le rapport de contact. Comment ces types ont-ils franchi notre périmètre? Ils ne l'ont pas franchi, corrigea le colonel Marcus Keaton, penché sur l'écran thermique. Mercer affronte une 2e équipe déjà positionnée. Il les éloigne des zones civiles. « Il a quitté le périmètre protégé !» s'étonna l'agent Navarro, les sourcils froncés. 3 équipes de mercenaires ciblent spécifiquement sa tête. « Vous raisonnez en mode défensif, » expliqua Marcus. Ghost Falcon n'a jamais été défensif. Son empreinte tactique a toujours été la même, reprendre l'initiative et forcer l'adversaire à réagir. Le juge Samuel Keaton, qui observait la scène, comprit enfin l'ampleur de ce qu'il avait sous-estimé. L'homme calme et réservé qu'il avait vu enchaîné dans son tribunal n'était pas seulement un soldat exceptionnel. C'était un stratège né, capable de transformer n'importe quel terrain en champ de bataille maîtrisé. « Il faut lui envoyer du soutien », décida Holt, déjà sur sa radio. « Inutile », rétorqua Marcus avec un mince sourire. « Regardez les signatures thermiques. Il les a déjà attirées dans une zone close. Peu de sorties. » Typique de lui, sur le chantier, la pénombre avalait tout. Caleb se mouvait comme une ombre parmi les structures couches métalliques. Les 2 mercenaires restants s'étaient séparés pour ratisser plus large, une erreur de débutant face à un adversaire supérieur sur terrain connu. Le 3e tomba dans un escalier inachevé, désarmé avant d'avoir compris d'où venait l'attaque. Ne restait que le chef d'équipe. « Wilson, compte rendu !» lança-t-il. Silence. Mackenzie, encore le vide. Ce mutisme pesa plus qu'une menace. Le chef activa sa caméra thermique.
scannant méthodiquement les structures. Mais Caleb avait anticipé le réflexe. Il utilisait les matériaux du chantier pour brouiller sa signature de chaleur, se fondant littéralement dans l'environnement. Celui qui dirige votre opération travaille sur de mauvaises données, dit une voix calme, résonnant dans la charpente inachevée. Ghost Falcon est mort il y a 5 ans à Ravenport. Vous chassez un fantôme. Le mercenaire tira dans la direction du son, les balles ricochant sur le béton. Et pourtant, te voilà, continua Caleb, d'une autre position. Ton dossier mentionnait un complexe du héros. Impossible pour toi de ne pas intervenir, pas vrai ? Le garçon n'a jamais été en danger, répondit Caleb. Mensonge, on t'a vu foncer tête baissée à la quincaillerie. Mauvais calcul, vous avez laissé des traces partout. Amateurisme total. Parle pour toi, lança l'homme, cherchant à le provoquer. 5 ans à jouer les plombiers dans un trou perdu. Et ta fille, comment va-t-elle ? Lila, c'est ça ? Ta femme avait de plus jolis yeux, d'après le dossier. Le silence qui suivit était tranchant. Mais ce n'était pas la colère qu'il venait de déclencher, c'était une concentration glaciale, absolue, celle qui faisait de Ghost Falcon un opérateur légendaire. Ton employeur doit être bien désespéré, reprit Caleb, sa voix désormais juste derrière lui. 5 ans à me chercher, et tout ce qu'il trouve, c'est un sous-traitant de seconde zone. Le mercenaire pivota, tira, trop tard. En quelques secondes, tout fut terminé. Lorsque les unités du shérif Holt arrivèrent des surplaces, guidés par les agents fédéraux, les 4 hommes étaient neutralisés, conscients pour certains, incapables de parler pour les autres. Mais Caleb Mercer avait disparu. « Où est-il » gronda l'agent Navarro, scrutant les ombres. Le colonel Keaton esquissa un léger sourire. Là où il doit être, en train de finir le travail. Quelques rues plus loin, au poste mobile, Samuel Keaton apprit que la famille Tanner venait d'être évacuée en lieu sûr. Il poussa un soupir de soulagement, avant de sursauter. Une silhouette venait de se détacher de l'obscurité derrière le centre de commandement. « Votre unité, en Syrie », murmura Caleb Mercer, sa voix basse et claire. 37 hommes portés disparus, trahis par une faille de renseignement. Le juge se retourna, pâle. « Marcus m'a dit que c'était vous. C'est vous qui les avez extraits, malgré l'ordre d'abandonner la mission. » Caleb hocha la tête lentement. L'opération était compromise avant même le départ. Quelqu'un, avec un accès très haut placé, avait vendu les plans à des milices locales. La compréhension frappa le juge Samuel Keaton comme un coup direct. Alors, c'est eux, ceux qui vous traquent depuis tout ce temps. Pas pour une vengeance, mais pour étouffer le seul témoin capable d'identifier la trahison d'origine. Caleb Mercer acquiesça. Ma femme avait repéré la fuite avant d'être tuée. Elle avait sécurisé les preuves à plusieurs endroits, inaccessibles sauf si nous disparaissions tous les deux. Et quand je vous ai exposé en public, murmura Samuel, vous avez accéléré un compte à rebours déjà lancé. Compléta Caleb sans amertume. L'incident à la quincaillerie était un test. Ils observaient mes réflexes, mes habitudes, mes priorités. Une étude comportementale avant d'engager leurs équipes. Le visage du juge se défit. J'ai mis votre fille en danger. Tout ça parce que je ne pouvais pas croire qu'un homme comme vous puisse vouloir une vie paisible à Ashval. Les gens ne voient-ils pas ce qu'ils ne cherchent pas ? Répondit Caleb, calmement. Votre frère, lui, avait compris. Parfois, les patriotes les plus sincères sont les plus silencieux. Avant que Keaton ne puisse répliquer, le colonel Marcus Keaton arriva d'un pas rapide. 3e équipe en mouvement. Ils ont franchi le périmètre extérieur. Caleb se redressa aussitôt. Vance et Lila sont toujours dans la salle sécurisée, mais les fédéraux sont engagés sur plusieurs fronts. Les mercenaires testent les réactions, cherchant les failles. Les 3 hommes montèrent dans le véhicule sans attendre, Caleb déjà en contact avec Vance pour synchroniser la riposte. Lorsqu'ils atteignirent le quartier, la situation était critique. Les éclats de tir résonnaient entre les maisons. Les équipes fédérales et les adjoints du shérif Holt tenaient la ligne, mais les assauts venaient de plusieurs directions à la fois. À l'intérieur de la salle blindée, Lila observait les flux vidéo, impassible. Ils appliquent une tactique d'infiltration standard, dit-elle. Test du périmètre, chronométrage des réponses, repérage des angles morts. Vance releva brusquement la tête. « Comment tu sais ça ?»« Les exercices avec mon père. On jouait à reconstituer des batailles historiques
à calculer les défenses contre des forces supérieures. Il me préparait sans me le dire. Le regard de Vance se fit plus doux. Ava avait commencé tout ça, pas vrai ? Oui, murmura Lila. Elle m'apprenait à anticiper, à voir des motifs là où d'autres ne voyaient que le chaos. Un bip sec coupa leur échange. La sécurité venait de signaler une brèche. Les systèmes de défense électronique de la maison étaient contournés avec une précision inquiétante. « Ils sont dedans », constata Lila, fixant les silhouettes thermiques tombent sur l'écran. 3 opérateurs, formation tactique standard. Vance arma son pistolet. « Reste ici. La salle est isolée. Elle tiendra. »« Attendez, » dit Lila, saisissant son bras. « Regardez leurs mouvements. Ils ne fouillent pas au hasard. Ils savent exactement où aller. » Vance observa de plus près. « Mon Dieu. Ils ont les plans complets de la maison, y compris la position de la salle sécurisée. » Les dossiers du service d'urbanisme, conclut Lila. Les modifications structurelles qu'on avait déposées à notre arrivée, il y a 5 ans. Alors, il prépare cette attaque depuis le premier jour, admit Vance. On doit sortir, maintenant. Dehors, Caleb, Marcus et Samuel rejoignirent le poste avancé. Le shérif Holt les attendait. « Ils ont franchi la maison, dit-elle sombrement. Nos agents les contiennent, mais ce ne sont pas des mercenaires ordinaires. Leurs manœuvres sont de niveau militaire. » Caleb hochait déjà la tête, analysant les trajectoires. « Ils s'attendent à ce que je tente une entrée par l'un des tunnels d'urgence. Il faut créer une vraie urgence pour masquer mon approche. »« Quel genre d'urgence ?» demanda Samuel. « Une panne du réseau électrique, » répondit Marcus avant même que son frère comprenne. « Exact, » confirma Caleb. « Le nœud du réseau sud-est alimente tout le secteur. L'accès technique est derrière la propriété des Crawford. » Holt prit sa radio. « Cole, ici le shérif Holt. Autorisation Bravo Sept. Protocole de coupure totale sur le poste du sud-est. » Alors qu'il mettait le plan en place, un message crypté s'afficha sur l'écran du téléphone de Caleb. Salle sécurisée compromise. Extraction de l'otage via tunnel d'urgence. Point de repli, contingence, écho, point écho. Un nom lourd de sens, l'ancien hangar à bateau de Silver Pine Lake, là où la photo de famille avait été prise, leur dernier moment ensemble avant la mort d'Ava. « Il déplace Lila », informa Caleb. « Comment ? » « Ces systèmes étaient de dernière génération, protesta Marcus. « Parce qu'ils ont eu 5 ans pour se préparer, répondit Caleb. Depuis le jour où on a posé nos valises à Ashval, ils savaient où chercher. Ce n'était jamais moi leur cible, c'était elle. » Le regard du shérif Holt se durcit. « Ils t'utilisent comme appât. »« Oui, » confirma Caleb, parce qu'Ava a confié les accès aux preuves à Lila avant de mourir. Au moment où la lumière pâle de l'aube se glissa sur la ville, le réseau électrique s'éteignit brusquement à l'est d'Ashval. Le grondement des générateurs d'urgence se fit entendre, les alarmes coupées, les caméras aveuglées. Dans cette obscurité calculée, Ghost Falcon se remit en mouvement, prêt à tout pour sauver ce qui lui restait, sa fille, et la vérité pour laquelle Ava était morte. Les systèmes d'urgence se déclenchèrent sur les infrastructures critiques, mais les quartiers résidentiels plongèrent dans le noir complet. La surveillance thermique, les caméras, les drones, tout devint aveugle. Dans ce chaos savamment orchestré, Caleb Mercer avançait avec une précision meurtrière vers sa maison. Il n'était plus le réparateur prudent d'Ashvale, mais l'opérateur légendaire dont le simple nom faisait taire les salles d'audience, Ghost Falcon. Depuis le poste de commandement, le juge Samuel Keaton observait cette métamorphose avec une conscience douloureuse. Il comprenait enfin l'ampleur de son erreur. À l'intérieur de la maison des Mercer, le chef du commando consulta ses écrans portables. « Coupure du réseau, sabotage de la grille », déclara-t-il. Il bouge. « Aucun signal dans les tunnels », répondit son second. « Salle sécurisée, toujours scellée. »« Vérifie la chambre nord-est », ordonna le chef. D'après nos renseignements, un accès dissimulé derrière le faux mur. Les hommes s'exécutèrent. Mais au même moment, le système interne de sécurité, alimenté par une source indépendante, détecta une signature thermique nouvelle. Quelqu'un entrait par la porte du jardin, pas Caleb. Le juge Keaton, avançant avec une prudence qui contrastait avec toute sa carrière. Les mercenaires ajustèrent leur position, suivant cette cible inattendue. Leur mission prioritaire restait Mercer et sa fille, mais le juge représentait désormais un atout secondaire,
l'homme responsable de l'exposition publique de Ghost Falcon. Dans la chambre, un opérateur souleva le panneau mural, révélant le compartiment secret que Lila avait découvert autrefois, les passeports, l'argent et une clé USB étiquetée Nightfall. Il tendit la main. La voix de Caleb résonna soudain dans toute la maison. Ce disque est verrouillé par l'ADN de ma femme. Toute tentative extérieure active un protocole d'autodestruction. Les mercenaires se figèrent, basculant instantanément en posture défensive. Cela fait 5 ans que vous poursuivez un fantôme, continua la voix. 5 ans à chercher des preuves d'une trahison militaire dont vous ne comprenez même pas la portée. Dans le salon principal, Samuel Keaton se tenait droit, les mains bien visibles. Il ne cherchait pas des preuves, lança-t-il d'une voix forte. Il cherchait un témoin, quelqu'un capable de confirmer ce qui s'est passé en Syrie. Le chef des mercenaires sortit de la cuisine, arme levée. Le juge qui se propose comme otage, quelle abnégation. Pas un otage, répondit Keaton calmement. Une confession. Dehors, le colonel Marcus Keaton comprit soudain les intentions de son frère. Sam, non, ce n'est pas la solution. Le shérif Holt le retint par le bras. Attendez, écoutez. À l'intérieur, Samuel Keaton affrontait le canon pointé vers lui avec la même dignité que sur son estrade. L'opération Nightfall a été compromise. À cause de moi. J'ai parlé à mon frère du contenu de sa mission, sans y penser, lors d'un dîner privé. Ces informations ont été interceptées, revendues. Mon imprudence a mené 37 hommes dans une embuscade. Sans l'homme que vous traquez, ils seraient tous morts. Le regard du mercenaire changea. Un éclair de compréhension. Vous êtes la fuite, la cible secondaire. Oui, confirma Keaton, et je viens d'avouer ma faute en direct. Diffusion simultanée vers les comités fédéraux, le renseignement militaire et la presse nationale. La radio du chef s'embrasa d'alertes paniquées. Sécurité compromise, extraction impossible, opération exposée. Dehors, les agents fédéraux passaient à l'action, libérés de toute contrainte civile. Le piège venait de se refermer. Une belle mise en scène, juge, lança le mercenaire, mais vous ne verrez pas la fin. C'est là que vous vous trompez, répondit une voix derrière lui. Le chef n'eut pas le temps de se retourner. Caleb Mercer surgit des ombres, silencieux comme un souffle. Il est sous ma protection maintenant. Pendant ce temps, au hangar du lac Silverpin, Ellery Vance assurait le périmètre. Lila surveillait les transmissions sur les canaux cryptés. Les rapports affluaient. « Mon père a tout prévu », murmura-t-elle. Il savait que le juge finirait par se dénoncer. « Ton père comprend les gens », répondit Vance, « surtout ceux qui portent d'une culpabilité trop lourde pour rester cachés. » Lila hocha la tête. Il n'a pas voulu fuir cette fois, il a voulu en finir. « Oui, » conclut Vance admirative, « Ghost Falcon vient d'achever sa dernière mission. Quand le jour se leva sur Ashval, tout était terminé. Les agents fédéraux avaient arrêté les mercenaires contre survivants et les données extraites de leurs appareils révélaient leur commanditaire, une société de défense privée dont le PDG avait orchestré la trahison de l'unité du colonel Marcus Keaton et la chasse à Ghost Falcon. Devant la maison éventrée, le shérif Holt coordonnait la fin des opérations. Caleb Mercer sortit aux côtés du juge Keaton, indemne. Le juge semblait épuisé, mais libéré. 7 années de secret effacées en une nuit. « Vous saviez, dit-il doucement à Caleb, vous saviez que je finirais par craquer. »« Je savais seulement, répondit Mercer, qu'un homme qui porte la vérité finit toujours par vouloir la dire. »« Tu savais que c'était moi depuis le début, n'est-ce pas ?» demanda le juge Samuel Keaton d'une voix lasse. Caleb Mercer acquiesça. Eva l'avait compris avant de mourir. Elle avait retracé le flux d'informations, les schémas d'échange. Elle t'avait identifié sur une photo, prise lors d'un dîner officiel, toi et ton frère observés par des agents étrangers. Samuel se passa la main sur le visage. Et tu as vécu 5 ans dans ma juridiction en sachant que j'étais responsable de l'embuscade qui a presque tué Marcus et ses hommes, de l'opération qui t'a coûté ta femme. Les responsables, ce sont ceux qui ont vendu ces informations, répondit Caleb. Tu as été négligent, pas traître. La différence est là. Pourquoi ne pas m'avoir dénoncé ? Parce que ton frère a survécu, dit simplement Caleb, et parce que Lila avait besoin de stabilité après avoir perdu sa mère. La vengeance n'aurait servi à personne. Le colonel Marcus Keaton s'approcha, le regard lourd. « Tu aurais dû me le dire, Sam. »« Comment »
répondit Samuel, t'avouer que mes paroles imprudentes t'avaient presque tué, que Ghost Falcon avait dû désobéir à ses ordres pour te sauver à cause de moi? Marcus posa une main sur son épaule. On est frères, et ça compte plus que n'importe quelle erreur. Quelques jours plus tard, Caleb et Lila se préparaient à quitter Ashval. Leur couverture était brûlée, leur sécurité fragile malgré la victoire. Les habitants les observaient à distance respectueuse, conscients, maintenant, que l'homme tranquille qui réparait leur toit et aidait à l'école portait un passé exceptionnel. Le juge Keaton s'approcha, un dossier à la main. « Votre dossier a été effacé, dit-il formellement, même si ça ne change pas grand-chose. »« Si, » répondit Caleb, « Ashval a été un foyer. » Le juge hésita, puis ajouta « Je démissionne la semaine prochaine. Certaines fautes ne s'effacent pas avec un marteau de juge. Les secondes chances se trouvent parfois là où on ne les attend pas. » répondit Caleb, pensant au nouveau papier que commandante Ellery Vance avait déjà préparé. Un nouveau nom, une nouvelle ville, une autre vie tranquille. « Est-ce pour ça que tu as sauvé 37 inconnus en Syrie ?» demanda Samuel. « Parce que tu crois aux secondes chances ?» Caleb réfléchit un instant. « Je les ai sauvés parce que personne n'a pu sauver Ava. » Ils se serrèrent la main, un geste simple, mais chargé de tout ce que les mots ne pouvaient réparer. Autour d'eux, les habitants d'Ashval regardaient en silence l'homme qui avait vécu parmi eux, réparant des chaudières, entraînant les enfants et protégeant sans qu'on le sache. Alors qu'ils prenaient la route, Lila brisa le silence. « Est-ce qu'on arrêtera un jour de fuir ?» Caleb observa la ville s'éloigner dans le rétroviseur. « Ta mère disait que la paix n'est pas un endroit, c'est une vérité intérieure. Et toi, qui es-tu maintenant ?» demanda-t-elle. « Ghost Falcon ou Caleb Mercer ?» Il sourit doucement. « Depuis 5 ans, je suis ton père, et c'est l'identité qui compte le plus. » Pour la première fois depuis des semaines, Lila esquissa un vrai sourire. « Maman aurait géré tout ça avec plus de finesse. »« Sans aucun doute, » répondit Caleb, un éclat attendri dans le regard. « Elle disait toujours que tu avais son esprit et ma ténacité. »« Et maintenant ?»« Maintenant, on avance. Pour la première fois depuis longtemps, je ne fuis plus. Je vais vers quelque chose. 6 mois plus tard, une nouvelle juge prêta serment à Dana Holt, promue pour sa gestion exemplaire de ce que la presse appelait désormais l'incident d'Ashvale. Dans le public, Ryan Cole, devenu détective, assistait à la cérémonie, aux côtés du colonel Marcus Keaton, récemment retraité et revenu vivre dans la petite ville pour aider son frère à retrouver l'équilibre. Après la cérémonie, Marcus s'approcha de la juge et posa discrètement une pièce de défi sur le bureau. « De la part d'un ami commun », expliqua-t-il. « Sur le métal, aucun nom, seulement la silhouette d'un faucon. » À des kilomètres de là, dans une maison sans enseigne, Caleb Mercer aidait Lila avec ses devoirs de mathématiques. Le téléphone satellite, silencieux depuis des mois, vibra une seule fois. Un message bref. « Quand tu seras prêt, le monde aura encore besoin de Ghost Falcon. » Caleb leva les yeux vers sa fille, plus forte, plus sûre d'elle, consciente désormais du poids de leur passé. Il tapa lentement sa réponse. « Ghost Falcon était ce que je devais être. Caleb est celui que je choisis d'être. » Puis, après un instant d'hésitation, ajouta « pour l'instant ». La caméra s'éloignait, révélant leur maison. L'une parmi des dizaines, dans une communauté discrète de familles d'anciens opérateurs. Des vies ordinaires, choisies par des gens extraordinaires. Leur héroïsme le plus grand, celui de vivre simplement, parmi ceux qu'ils ont juré de protéger. Dans chaque ville, partout en Amérique, des héros marchent parmi nous. Le voisin silencieux qui répare vos robinets, le parent réservé qui ne parle jamais de son passé. Peut-être qu'ils ont porté le monde sur leurs épaules un jour. Ils ne cherchent pas la gloire, seulement la paix. Et c'est peut-être là la plus belle forme de courage.